Sofiane. Salut Vanessa. Je suis ravie de t'accueillir ici dans le podcast des Portes qui claquent. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, vraiment. L'idée, c'est d'avoir un temps ensemble. J'ai hâte d'entendre un petit peu ton regard sur l'adolescence, la tienne, et puis aussi ton expérience et ce que tu voudras nous partager. Je suis là pour ça. Tout va bien. Dis-moi, comment est-ce que tu te présenterais, toi? Bah, déjà, je suis Sofiane Jouari. Je suis psychothérapeute, fraîchement psychologue depuis quelques temps. Donc, j'ai eu mon master il y a un peu plus d'un mois. On peut Félicitations. s'appeler confrère maintenant, puisque tu es psychologue toi aussi. Oui. J'ai fait une spécialisation infantile et adolescence, parce que c'est un domaine qui m'intéresse plus particulièrement. Moi, je suis en train de créer la première académie en intelligence émotionnelle pour les enfants, la Kinder Mm. Academy, donc pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc j'ai voulu vraiment faire ce master pour pouvoir avoir une légitimité supplémentaire et accompagner les enfants et les adolescents. Au-delà de ça, je travaille aussi avec les adultes, avec les couples, les familles. Donc j'ai un cabinet sur Paris, un autre à Bruxelles. Et j'ai une autre casquette, j'en ai même deux autres, où j'ai créé un centre de formation où je forme des psychopraticiens thérapeutes, donc au métier d'accompagnant émotionnel. Et la dernière activité, c'est celle de préparateur mental, puisque j'ai aussi un cursus universitaire dans la psychologie sportive. Donc j'accompagne des jeunes sportifs aussi, toujours, qui ont soit entre 9 et 12 ans ou entre 12 et 16 ans actuellement. Ok, ça c'est vraiment d'une grande richesse. J'ai envie On de... aime bien s'occuper. Ah bah ouais, je vois ça, il y a beaucoup d'énergie. J'ai en tête de te demander comment toi tu définis l'adolescence. L'adolescence, c'est le passage de la grande rivière sauvage qui part de l'enfance, j'ai envie de te dire, de la rive de l'enfance à la rive de l'adulte. Donc c'est toute cette traversée, si tu veux, un peu tumultueuse que tu vas aborder, puisque bah, quand tu arrives dans l'adolescence, forcément, tu as beaucoup de paramètres biologiques qui vont rentrer en considération, tu as beaucoup de paramètres psychologiques aussi qui vont rentrer en considération. Donc on va dire que c'est la traversée de la rivière un peu sauvage pour arriver jusqu'à l'âge adulte. Waouh, Si je peux imaginer, j'aime bien parler en métaphore, donc super. C'est vraiment du coup un passage pour toi. totalement. Comment ça s'est passé pour toi le passage? Alors moi, c'était un peu atypique, Oui. puisque moi, je suis né en Normandie, et j'ai quitté la maison, j'avais 14, entre mes 14 et mes 15 ans. Donc on va dire que je suis devenu adulte très tôt. Hmm. Je suis parti, en plus j'ai fait un grand écart parce que j'étais en Normandie, je suis passé à Mantes-la-Jolie. Donc le grand écart des cultures, le grand écart de la façon de vivre, de l'environnement et du tissu social aussi. Euh, donc ça s'est fait, on va dire, de façon prématurée. C'est comme si j'avais pas eu à traverser cette rivière, ou peut-être que j'ai pris, tu vois, une corde pour passer de l'autre côté et aller beaucoup plus rapidement. Mais j'en garde un très bon souvenir parce que la chance que j'ai eue, c'est justement d'avoir atterri à Mantes-la-Jolie, qui est un peu une partie du monde très concentrée, de par sa richesse et sa diversité sociale, culturelle, ethnique, Mhm. communautaire. Donc on va dire que c'était un passage pour moi qui pouvait de l'extérieur sembler très dangereux, parce qu'il y a eu beaucoup de dangers, hein. Mhm. Quand tu passes d'un cocon familial et qu'à 14 ans, tu es un peu livré à toi-même, à découvrir un peu le monde, ça peut être toujours un peu problématique. Mais disons que quand je prends du recul, je suis vachement reconnaissant de moi, l'adolescence que j'ai traversée, parce que ça m'a permis d'évoluer certes très rapidement, mais en même temps de m'enrichir de valeurs et de choses que je n'aurais peut-être pas acquis si j'étais resté dans ma petite Normandie natale. En fait, vous avez déménagé, c'est ça? Ou toi tout seul? Je n'ai pas déménagé, je suis parti tout seul. D'accord. Je suis parti tout seul. J'avais un père avec qui j'étais pas mal en conflit. Et donc, comme j'étais à un moment donné un peu rebelle, vers mes 13 ans, il m'a dit bah, si tu es capable de te débrouiller seul, pars. J'ai dit ok, je pars. Je suis parti avec un sac à dos et je suis parti. C'est vrai? Ouais. Et comment est-ce que tu as atterri là-bas du coup? Qu'est-ce En qui fait, a c'était un peu fait? simple parce que j'ai aussi monté mon coup, hein. Je suis parti l'été, j'étais pas fou. Donc, déjà, Hmm. il fait plus beau. Et puis, j'avais des voisins au Maroc, à Casablanca, d'où vient ma famille, qui habitaient au Muro. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas. Et puis, je vais manquer à la famille. Donc, ils vont venir me chercher. Et puis, voilà, on va garder notre pseudo-ego d'adolescent. Et ça s'est pas passé comme prévu. Puisque, Hmm. en fait, la famille chez qui j'étais
sont partis au Maroc un mois après. Je me suis retrouvé livré à moi-même dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose dont j'en parle pas forcément, mais puisqu'on en parle. Mm. Donc livré à moi-même 3 4 mois à la rue. Et puis ensuite, j'ai rencontré une famille d'origine sénégalaise. Donc j'étais toujours à l'école, j'étais au lycée. J'ai rencontré une famille qui est devenue ma famille, puisque ça a été un petit peu ma famille d'adoption. Donc j'ai Mm. grandi avec des mamans Peuls, Mm. pour qui j'étais comme un fils et pour qui, enfin en tout cas, elles étaient comme une mère pour moi. Donc on va dire que j'ai eu la chance de vivre aussi, tu vois, plusieurs éducations, plusieurs cultures. Mhm. Et c'est ça aussi que j'appelle une richesse. Donc après, je suis resté avec eux, j'ai vécu un peu au Sénégal aussi. Puis c'est là où j'ai commencé à bourlinguer un peu. Ouais, quelle aventure. Du coup, qu'est-ce que tu avais toi comme repère? Du coup, qu'est-ce que tu recherchais chez les gens à cet âge-là? Tu t'en souviens? Je pense que j'ai toujours, moi, recherché, puisque, comme on le sait, on a tous, euh, on a tous des choses qui vont nous perturber, ou en tout cas avec lesquelles on va devoir s'identifier. Et c'est vrai que quand on parle d'addiction, la première addiction que l'être humain développe, c'est l'addiction au regard des autres ou aux autres. Mhm. Celle-ci, on n'y échappe pas. On est tous addicts déjà de naissance. Et moi, c'était un peu différent parce que, si tu veux, je me suis retrouvé dans une famille, donc comme je te le disais, d'origine sénégalaise, à découvrir des choses. Donc j'étais un petit peu comme un enfant qui arrivait à Noël et puis qui découvrait émerveillé pas mal de choses, ou qui arrivait dans quelque chose de totalement différent, avec des valeurs différentes. Et je crois que c'est ce qui a forgé aussi, parce que du coup, ça crée quand même une dissonance un peu cognitive ou une dissonance sociale, puisque c'est pas les personnes avec qui tu devrais grandir avec tes parents, donc avec tes figures d'attachement principales. Et en fait, je pense que à partir de ce moment-là, moi, ce que j'ai toujours recherché, c'était pas forcément le regard des autres, c'était pas l'approbation des autres, mais c'était plus l'appartenance à une famille. Tu Tu vois? avais ce besoin d'appartenir. Ouais, j'avais ce besoin d'appartenance, et puis en même temps, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient, mais en fait, c'est pas quelque chose, c'est quand même quelque chose d'atypique, quoi, de se retrouver à 14 ans à la rue, de partir dans un endroit qui n'est pas forcément safe par définition, d'être un peu dans l'inconscience. Moi, j'appelle ça plus de la naïveté. J'adore la naïveté aussi, tu vois. C'est quelque Mm. chose que je cherche à conserver encore aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est aussi cet élément-là qui m'a beaucoup poussé à devenir aussi, peut-être, parce que moi j'ai un petit frère, deux petits frères et deux petites sœurs. C'est aussi le côté de ne pas vivre avec eux qui m'a à un moment donné poussé à vouloir être le grand frère aussi. Mhm. Tu vois, donc peut-être inconsciemment de rejouer quelque chose que je n'avais pas eu, donc de reconstituer un modèle familial que j'aurais aimé avoir. Et comme je ne pouvais pas l'avoir, j'ai essayé de le transmettre autour de moi et de le vivre avec Mm. les personnes qui m'entouraient. Tu parles de ta vie aujourd'hui, ta vie professionnelle, ou tu parles d'une autre période? Je parle de la période où adolescence, Ah on oui, va dire la transition adolescence-adulte. Ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu. C'était très ancré chez moi très tôt, d'accord. très très tôt, Et donc, c'est quelque chose que tu as choisi de créer au fur et à mesure, et totalement, c'est aujourd'hui où tu te rends compte que c'est ce modèle-là qui était le plus important. totalement, Waouh. totalement. Et puis c'est aussi ce que je veux transmettre et offrir aujourd'hui. Bah, c'est pour ça que j'ai repris mes études à 41 ans. C'est pour ça que j'ai créé cette académie aussi, parce qu'il y a des choses qu'on a vécues et qu'on ne trouve pas forcément normales, ou en tout cas qui nous a peut-être porté préjudice, que j'ai pu vivre moi, ou en tout cas que j'ai pu vivre à travers mes amis ou mes frères de cœur de l'époque. Donc tu te rends compte que, en fait, bah, tu sais, cette fameuse rivière un peu sauvage, parfois tu vas tomber sur des troncs d'arbres qui vont te percer ton radeau, parfois tu vas tomber sur un rocher. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un petit plan pour naviguer, tu vois, dans ces eaux Hmm. troubles. D'où la création de cette académie, d'où la spécialisation bah, de mes dernières études, et d'où l'envie aussi de se dire que l'être humain, tu vois, c'est un peu comme un arbre avec des racines bien profondes qui sont l'enfance, l'adolescence c'est le tronc, et les branches c'est un petit peu ce que tu vas vivre à l'âge adulte. Aujourd'hui, nous, dans notre métier, je pense aussi bien toi que moi, on reçoit des adultes, et en fait, notre boulot, c'est de pouvoir un petit peu couper les branches qui sont un peu malades, de pouvoir permettre de mettre un peu de lumière pour qu'elles fleurissent. Et je me dis que si tu t'attaques à la racine, en fait, bah, tu n'as plus besoin de t'occuper des branches. Donc ça fait gagner du temps, en fait. Donc Hmm. l'idée, c'est vraiment de prendre mes expériences, de prendre les expériences que j'ai vécues à travers les gens qui m'entouraient, et puis de pouvoir proposer un plan, tu vois, aux enfants et aux adolescents pour qu'ils puissent naviguer, bien naviguer, qu'ils ne se retrouvent pas en fait avec plein de petits trous sur leur barque à l'âge adulte, qui fait que
émotionnellement, ça partira dans tous les sens. C'est intéressant ce que tu décris comme image, je la trouve vraiment pertinente pour naviguer dans le flot de la vie comme ça, à la fois parce que ça peut être un cours d'eau qui porte et voilà, un cours d'eau qui malmène un petit peu, Totalement. Et contre-courant parfois aussi, des hein. contre-courants, des obstacles, Mm, mm, mm. des facilitations, des rapides, Totalement. des différences de niveau. En tous Mm, les cas, toute la métaphore se file très bien. mm, mm. J'adore ça. Je suis en train de penser, au fond, tu as répondu à l'une des questions que je pose qui est euh, mais qu'est-ce qui t'a manqué, toi? Tu sais, en réfléchissant comme ça, j'ai envie de te dire que rien ne m'a manqué. Mhm. Parce que l'avantage qu'on a, c'est que toute la partie, un petit peu dans le jargon technique, tout le tissu psychique ou l'enveloppe psychique, en fait, elle est très malléable, elle est évolutive. Donc moi, j'ai eu la chance, en fait, de toujours être dans des environnements qui étaient évolutifs pour moi. Mhm. La chance que j'ai eue aussi, malgré tout, parce que euh, parfois on a l'impression que ça peut être une fatalité, mais moi j'ai pris ça comme une chance, c'est que j'ai été confronté très tôt à différents types de personnes. Donc cette ouverture, je l'ai eu moi très rapidement. Mhm. Et ce qui fait que j'ai eu toute cette partie accommodation de la vie qui a été très rapide. Donc en fait, j'ai dû m'adapter tout le temps. Mhm. Donc j'ai pas eu ce manque-là, peut-être que j'aurais eu avec des parents, tu sais, ou les parents lambda, sans dénigrer personne, qui sont amenés à nous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois le faire comme ceci ou tu dois le faire comme cela. Donc j'ai pas eu ça, moi. T'as pas eu ce rapport Non, d'autorité? j'ai pas eu ce rapport d'autorité. Donc ça m'a permis très tôt d'être dans le côté évolutif et le côté maturation un petit peu, tu vois, puisque j'avais la possibilité de faire un petit peu ce que je voulais. Dans les conflits qui t'ont opposé, toi plus jeune, c'était ce rapport d'autorité qui était Non, pas difficile à... forcément. Non, Non? non, pas forcément. C'était plus des rapports familiaux, des rapports qui ont conduit à un moment donné peut-être à être mis à l'écart, tu vois, ce genre de choses, mais pas forcément de conflit. Après, quand tu grandis, tu as envie de revendiquer un petit peu Mhm. l'attention, tu as envie de revendiquer Mhm. la tendresse, tu as envie de revendiquer beaucoup de choses, des choses que tu n'as pas forcément eues, mais ce sont des choses que j'ai eues par la suite, moi, tu Mhm. vois, en partant. Donc au final, ça serait te mentir et ça serait de jouer un rôle que de te dire qu'il m'a manqué des choses. Parce que, je pense que c'est une vraie force et c'est aussi la démonstration claire et nette en fait que notre cerveau a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire Mhm. du moment où tu laisses en fait l'enfant ou l'adolescent pouvoir rentrer justement dans cette phase d'accommodation psychologique et où il va faire ses propres expériences. Donc manquer de quelque chose, pas vraiment. Manquer de parents, non, parce que j'en ai eu. Je suis dans une Mhm. famille où j'avais deux mamans et un papa, j'avais beaucoup de frères et sœurs. Donc manquer de quelque chose, non. Non, non, j'ai pas manqué de quelque chose. Toi, au niveau de l'expression, t'étais un ado qui parle ou un ado qui parle en musique ou un ado qui joue, un ado qui... Toujours avec des copains, toujours tout seul? Moi, déjà dans mon éducation, j'ai suivi un cursus catholique. J'étais dans un internat catholique, un collège catholique, donc j'avais cette double culture. Je suis né en France, de parents marocains, de deux parents marocains, donc de, de religion musulmane, des parents qui étaient très ouverts, qui avaient des amis de tous les horizons, donc ça aussi c'est une grande force que moi j'ai eue, Mhm. que j'utilise aujourd'hui. Et du fait, ça m'a permis de me retrouver avec une identité déjà pas mal acquise. Moi je faisais beaucoup de danse, ça aussi c'est un scoop. Je faisais beaucoup de danse, je faisais du breakdance et je me rappelle qu'avec la chorale de l'école, je m'amusais à faire du breakdance dans les églises, par exemple, tu vois. Donc, je faisais partie du chorale, je tournais sur la tête dans une église. Donc, j'ai toujours été un petit peu le mec qui était un peu différent. Mhm. J'adorais étant petit avec mon petit frère Ahmed, on adorait se raconter des histoires, on adorait s'imaginer des univers. Moi, Mhm. j'avais un ami imaginaire, hein, tu sais, je lui parlais, et puis on partait, on naviguait. Quand ça n'allait pas, tu coupes ton cerveau, tu partais. Et, j'aimais beaucoup la littérature, j'aimais très tôt. Mhm. J'aimais beaucoup lire sur les différentes cultures, j'aimais beaucoup la mythologie grecque. Et un jour, en fait, j'ai une personne de cette école qui était un abbé que j'aimais beaucoup, qui m'avait offert un dictionnaire. J'ai trouvé ça passionnant et donc je m'amusais Avec à les mots. découvrir des nouveaux mots. Et d'ailleurs, on m'appelait Dico. Tu vois, Le petit c'était mon petit surnom? surnom. Ouais. J'adorais sortir des mots qui n'existaient pas juste pour faire le clown ou l'intéressant. J'aimais bien prendre les gens à contre-pied. J'étais un bon vivant. J'étais un petit soleil.
Hmm. Tu vois, de l'extérieur, j'avais besoin que les gens se sentent bien à mon contact. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui est resté aujourd'hui, mais j'étais pas turbulent, j'étais pas forcément violent avant un certain âge, mais j'étais quelqu'un ouais, qui aimait faire rire, Hmm. qui aimait passer du bon temps avec les autres personnes, qui aimait donner le sourire quand il voyait quelqu'un pleurer. Hmm. Voilà un petit peu qui j'étais. Plutôt fédérateur comme ça, et attentif. Ouais, fédérateur sans le vouloir. Ouais, Tu vois, fédérateur sans le vouloir. d'accord. Et est-ce que toi, tu sais parler d'une crise d'adolescence te concernant ou autour de toi? Ouais, j'en ai eu une à 36 ans. Excellent. Ma crise L'ado dans d'adolescence, l'adulte. je l'ai eu à 36 ans. Oui. Après, aujourd'hui, tu sais, moi je viens d'une période aussi, c'est important de le souligner, j'ai 43 ans, je vais avoir 44 ans. Moi, je viens de la génération Club Dorothée, tu vois. Hmm. Je viens de la génération juste avant MySpace, où il n'y avait pas de Facebook, il y avait pas de... Je viens de la génération de carte de crédit, carte de téléphone avec 50 crédits dessus, 50 Mhm. unités. Donc, 50 unités. tu vois, je me rappelle que le premier abonnement qu'on avait à Mantes-la-Jolie, c'était l'abonnement SFR illimité. Et puis, on était 30 à faire la queue pour pouvoir appeler. Tu avais un mec qui l'avait. Donc, on n'était pas, on n'était pas à la merci des réseaux sociaux. Mhm. Tu vois, on n'était pas dans le cyberharcèlement qui existe. Il n'y avait pas tous ces dangers à l'époque. Mhm. Donc, sur les crises, je pense que nous, on a eu d'autres crises de ma génération, mais aujourd'hui, les crises que moi, je vois beaucoup, en tout cas dans ma pratique, euh, ce sont beaucoup de crises d'identité, des crises identitaires, parce que les personnes veulent s'identifier à ce qu'ils voient sur les réseaux. Je vois beaucoup de crises au niveau de la sexualité ou de l'orientation sexuelle. Je vois beaucoup de crises au niveau de la pornographie. Tu vois, c'est des sujets aujourd'hui qui arrivent énormément. Par exemple, il y a une anecdote qui me revient comme ça. J'ai un papa qui m'appelle un jour, qui était papa américain, maman française, qui m'appelle un jour pour me dire, voilà, j'aimerais bien que vous rencontriez mon fils de 14 ans. Je lui dis, ok, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je pense qu'il est homosexuel. Je lui dis, Mhm. ok, mais vous savez que c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie non plus. Donc, non, mais en fait, voilà, je sais pas, je me pose des doutes, il y a un truc qui va pas, j'aimerais que vous le rencontriez. Je dis, moi, je vais pas le rencontrer pour parler avec lui, mais je vais pas rencontrer quelqu'un parce que vous pensez qu'il est homosexuel, tu vois. Pourquoi je te parle de ça? Parce que en allant au fond des choses, donc en échangeant avec le gamin surtout, sauf sur ça bien sûr, Mhm. tu te rends compte en fait il avait changé de collège, qu'il n'était pas forcément populaire comme ils disent, ou mondial, ça c'est le terme un peu des jeunes, Actuel, tu vois, il ouais. n'était pas mondial. Et en fait, il y avait une tendance sur l'homosexualité qui était très protégée, très mise en avant. Et en fait, dans son collège, la personne qui était mondiale, entre parenthèses, était lesbienne. Donc il s'est dit, je vais me dire homosexuel. Mhm. Tu vois, donc Il a emprunté cette il a identité-là. emprunté cette identité-là. Et du coup, bah, il est devenu populaire et un peu mondial. Sauf que là, une fois de plus, tu vois, on tombe sur une rivière qui peut être parsemée même de crocodiles. Tu vois, on a oublié les animaux tout à l'heure, mais ça devient très dangereux. En fait, c'est là où j'ai dirigé un petit peu ma thérapie avec lui, c'est que je lui ai dit, mais imagine, tu te retrouves dans une situation où tu es avec des hommes et qui te poussent à faire des choses, comment tu réagirais en fait? Tu vois, donc c'est ce manque de conscience, moi, qui me frappe aujourd'hui chez les adolescents. Et Mhm. les anecdotes, on en appelle, tu vois, mais aujourd'hui, être confronté à la pornographie, être confronté aux réseaux sociaux, être confronté au culte du corps très jeune, être confronté à la réputation, tu Mhm. vois, aux communautés. Mhm. Ce sont des dangers que nous, on n'avait pas forcément à l'époque. Mais c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. On n'avait pas de... On cherchait pas à savoir si notre pote était homosexuel, si notre pote était chrétien, s'il était juif, s'il était musulman, bouddhiste, athée. On n'était que des potes à l'époque. Mhm. Tu vois, et aujourd'hui, tu as l'impression que de plus en plus, tu vas essayer de te rapprocher d'une communauté, quitte à te travestir et donc à perdre ton identité, à te créer une nouvelle identité pour plaire à tel ou tel type de personne. C'est là où on tombe déjà avant l'âge adulte en dépersonnalisation. Et c'est là où ça peut créer de très gros problèmes en grandissant, tu vois. Absolument. C'est vrai que c'est l'une des situations les plus étonnantes qu'on retrouve ces dernières années, ce besoin d'affiliation, ce besoin de communauté, un peu comme si ça pouvait défendre une identité naissante. On sait bien qu'à l'adolescence, il s'agit de ça. Il s'agit de trouver son identité, de trouver sa Totalement, place, se connaître aussi. totalement. Et j'étais en train de me demander, tu vois, ce parent qui vient vers toi parce qu'il a une inquiétude vis-à-vis de la sexualité de son enfant, quelles ressources toi tu donnerais aujourd'hui à des parents qui se posent des questions, qui ont le sentiment que leur enfant se cherche,
pas? Moi, déjà, pour commencer, j'ai souvent l'habitude de dire que la plupart des traumatismes qui vont apparaître de façon nouvelle pour un Mhm, adolescent ont été causés par le parent. Puisque le parent, c'est la personne qui est censée le mieux nous aimer, le plus nous aimer, pardon, mais c'est aussi la personne qui nous mettra le plus en danger. Pourquoi? Parce qu'elle va nous donner des conseils, elle va nous donner une façon de vivre ou d'appréhender les choses, non pas par méchanceté, mais tout simplement par leur propre prisme, tu vois, qui n'est pas forcément le même que pour tout le monde si on part du principe où on reste une singularité. mhm, mhm, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout à l'heure je te parlais beaucoup d'accommodation, moi j'aime bien Piaget, qui a mis en place les différents stades opérationnels et qui lui parlait de système d'assimilation et de système d'accommodation. mhm. Le système d'assimilation, c'est toutes les expériences que tu vas apprendre étant enfant. Et ensuite, tu transformes ça par rapport à tes propres expériences, par rapport à tes propres ressentis, par rapport à tes propres prises de parole, ton caractère, qui passe sur le système d'accommodation. Mhm. Ce sont des étapes qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, mais que très peu de parents permettent à leurs enfants de passer. Comme je te le disais, parce qu'ils les aiment, donc ils vont vouloir les protéger peut-être de ce que eux ont vécu. Ils vont vouloir les protéger de peut-être ce qu'ils pensent être néfaste, mais qu'ils n'ont même pas vécu. C'est là en fait où ça prend un peu tout son sens, c'est que il faut laisser vivre, il faut laisser se découvrir aux enfants. Si tu penses que ton fils il est homosexuel, bah, pose-lui des questions et puis de toute façon ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. Mhm. Nous ne sommes pas nos enfants ne nous appartiennent pas. Étant moi-même papa, c'est quelque chose que je revendique et que j'exerce même dans ma vie intime, tu vois. Mhm. On les protège, on va être présent s'ils ont besoin, mais on ne va pas faire leurs propres expériences. On a fait les nôtres qui ont déterminé qui nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ce côté foutez-leur la paix en fait que moi je revendique aujourd'hui. Et puis laissez-les se péter la gueule. Ça n'a jamais fait du mal à personne, ça n'a jamais tué personne. Tant que le cadre il est placé et que derrière on sait qu'il n'y a pas de dérive extrême, faut laisser les enfants et les ados faire leurs propres Faire leur expériences. Donc expérience. voilà, ne pas se dire j'ai peur qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il écoute ça, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. C'est sa vie, pas la nôtre. Mhm. Qu'est-ce que tu parles de cadre. Comment tu définis ça, toi, du coup? Je pars du principe où l'adolescent ou l'enfant n'est pas encore un bon navigateur sur cette rivière. Mhm, Tu vois, donc à un moment donné, tu peux lui dire écoute, t'as une forêt juste à côté, va t'amuser, monte aux arbres, mais par contre, évite de prendre la barque avant de savoir naviguer et de monter, de pratiquer cette rivière. Le cadre, pour moi, il est très important dans le sens où le cadre, c'est ce qui va aussi permettre d'exploiter ses propres valeurs. Quand tu poses un cadre, l'avantage, c'est que le cadre, il n'est pas forcément réducteur, il peut être très large. Et le principe, c'est de ne pas laisser ton ado ou ton enfant dépasser un cadre dans lequel il ne va pas savoir naviguer ni savoir vivre. Ça, c'est ton rôle de protecteur en tant que parent, mhm, je pense. mhm. Donc là, le cadre, c'est vraiment de lui mettre des horaires de sortie, par exemple, des contrôles parentaux sur ce qu'il va pouvoir regarder ou pas regarder, si c'est préjudiciable pour lui ou dangereux pour son développement psychologique ou émotionnel. Ça va être des valeurs. Les valeurs font partie des cadres, donc le respect Mhm. de l'aîné, le respect de tout le monde, le respect de l'humain. Ça va être la politesse, toutes ces choses qui ont un peu disparu en réalité aujourd'hui, tu vois. Mais le cadre, c'est vraiment délimiter quelque chose de sain qui ne va pas permettre à son enfant de se mettre en danger, c'est le Mhm. contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, de façon certaine, Mhm. tu vois. Tu vas le laisser se mettre en danger tant qu'il n'y a pas de grand danger, on va dire. Du moment où tu sais qu'il y a des dangers qui peuvent être néfastes, destructeurs et qui sont irréversibles, c'est là où tu dois poser les briques pour que ton enfant n'aille pas au-delà. Qu'est-ce qui a été des ressources pour toi à l'adolescence? Moi, je te dirais plus des valeurs. Mhm. Euh, Comme je te le disais, dans l'enfance ou l'adolescence, tu veux dire? Pardon, excuse-moi. Enfance? Adolescence. Adolescence, ok. Ouais. L'adolescence, c'était les valeurs. J'ai eu la chance d'évoluer dans une communauté, dans un quartier très populaire en banlieue parisienne, où bah, l'entraide était quand même là, tu vois. Mhm. Ce sont des environnements qui peuvent être très violents et qui sont très violents. Mais par contre, au-delà de cette violence, qui est une violence pour moi de laisser pour compte, puisque quand tu laisses des personnes livrer eux-mêmes, bah, la vie étant ce qu'elle est, la vie étant peut-être beaucoup plus dure dans des zones comme celle-ci, bah, tu peux pas les éviter, les affrontements ou les violences en tout cas, mais
d'un autre côté, tu vas découvrir aussi des modèles que tu ne découvriras pas ailleurs. Mhm. L'entraide, tu vois, moi je te sors une petite anecdote rapide avant de terminer, mais moi j'ai découvert le principe de la cantine, tu vois, où des femmes se réunissaient, chacun mettait un billet une semaine, et puis c'était chacune leur tour qui prenait l'argent pour pouvoir acheter des médicaments, faire des courses, acheter un nouveau frigo, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Donc j'ai découvert la solidarité, j'ai découvert l'entraide, j'ai découvert le respect des anciens, Mhm. j'ai découvert euh, l'ouverture d'esprit. Tu vois, tu pouvais parler avec un bandit, tu pouvais parler avec un policier, tu pouvais parler avec un avocat, comme tu pouvais parler avec un trafiquant. Donc, toutes ces choses-là te poussent en fait à reconnaître l'humain avant de reconnaître ce que l'humain fait. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est que, et d'ailleurs, c'est un présupposé en psychologie et même en hypnose, c'est que ce que nous faisons ne détermine pas qui nous sommes. Mhm. Tu vois. Donc, on va dire que c'est cette valeur-là, de prendre l'humain comme il est sans chercher à savoir ce qu'il fait, Mhm. qui m'a vraiment aidé à grandir et à rester les pieds sur terre et à considérer l'autre comme mon égal, en fait. Mhm. Je suis en train de m'imaginer comment a été conçue ta chambre. Je me dis, qu'est-ce que tu avais au mur? Qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Ah, Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? ça, c'est indiscret, ça. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, j'écoutais, comme je te dis, je suis la génération Dorothée, hein, je suis la génération Michael Jordan, je suis cette génération. J'avais quoi sur mon mur? Bah, j'avais un pote à moi, Chris Bouchard, c'était mon. D'ailleurs, s'il nous écoute, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'était mon frérot, mon voisin d'en bas, et il était inscrit des magazines, et puis je découpais bah, tout ce qui était Olivier Tom, les Chevaliers du Zodiaque, c'est ce que tu Hmm. pouvais trouver sur mon mur. Et après, moi, j'aimais beaucoup la musique, j'étais beaucoup musique française. Tu vois, j'adorais Paul Naref, j'écoutais Chéri FM, moi, quand j'étais gamin. Mhm. J'écoutais Chéri FM, j'écoutais RFM. Après, j'ai découvert un peu les musiques afro-américaines avec les Boyz II Men, tu vois. Je suis fan de Sister Act, donc le gospel. Mhm. Donc voilà, mais c'était vachement éclectique, tu vois. J'ai eu ma période, la plus grande discothèque du monde où, tu vois, l'électro est arrivé. Donc c'était une époque géniale. C'était une Mhm. époque géniale, tu vois. C'était l'époque du mercredi. T'attendais que ça, le Club Dorothée. Tu tapais deux épisodes de Dragon Ball Z et puis tu devais attendre la semaine d'après pour les regarder. Aujourd'hui, tu peux les bouffer en une soirée, mais voilà, moi, c'était vraiment. J'étais bousillé par le Club Dorothée, par d'ailleurs, tu sais, Biberonné au club. d'ailleurs, un de mes rêves, ça a toujours été d'avoir, tu sais, cette fameuse carte d'anniversaire, la carte du Club Dorothée, où Mhm. quand tu Mhm. l'avais, le jour de ton anniversaire, tu avais ton nom, tu sais, qui apparaissait à la fin. Mhm. Je l'ai jamais eu, mais la petite anecdote, c'est que mon anniversaire, le 22 décembre dernier, j'ai quelqu'un que je connais qui me l'a offert. Tu Oh. vois, donc aujourd'hui, j'ai ma carte. Ça, c'est le côté un peu enfantin ou enfant éternel. Mais ouais, j'étais biberonné à ça, moi. J'étais biberonné à des choses qui avaient du sens, à des paroles qui avaient du sens. Tu vois, du Aznavour, du Ferré. Hmm. Comme je pouvais écouter IAM ou même NTM parce que c'était les premiers, ou la plume d'MC Solar. Voilà. Hmm. C'est ces choses-là de ma génération, de l'enfance à l'adolescence, la Hmm. préadolescence. Toi, tu fais un petit peu le passage entre l'enfance et l'adolescence comme étant une des périodes de l'adolescence, finalement. Oui, parce que je pense que j'ai eu une enfance qui a duré tardivement et que je suis passé à l'âge adulte. Donc en fait, parfois même dans mon esprit, c'est encore un peu, tu vois, Mhm. c'est encore un peu brouillon parce que tu as, t'as des réflexes d'adolescent étant enfant. Mhm. Et puis ensuite, quand tu es enfant, même voire adulte, tu as des réflexes d'enfant, Mhm. tu vois. Et c'est un peu le bordel, mais je trouve ça vachement bien parce qu'au final, bah, ça te permet, tu vois, de toujours faire des allers-retours. Hmm. Je t'ai pas parlé de sport, j'ai entendu parler de breakdance et c'est un univers fort, ça. Au niveau de la danse, il y a pas mal de codes. Mm, C'est une communauté mm, aussi. mm. Je t'ai entendu parler de chorale, donc il y a quand même quelque chose du collectif que toi, tu as beaucoup fréquenté. Oui, toujours. Moi, j'ai toujours aimé le sport. J'ai commencé par la danse, mais après, j'ai toujours fait, tu sais, les championnats UNSS, collège, même après au lycée. Je faisais du cross, beaucoup de cross. Je participais à beaucoup de courses d'endurance, de l'athlète en général. Et puis après, je suis passé, quand j'ai déménagé, bizarrement, tu vois, c'est vrai que je viens de me rendre compte, mais quand j'étais du côté Normandie, j'étais plus dans des sports individuels. Et en arrivant après cette période-là, j'étais plus enfin, dans des sports collectifs, Mm. parce qu'on faisait quand même partie d'une équipe et on avait des scores. J'ai fait du handball aussi longtemps, on avait fait champion de France, ça aussi, c'était une sacrée aventure. Mais... Et puis arrivé du côté de l'adolescence à Mantes-la-Jolie, j'ai commencé les sports de combat, donc la boxe thaïlandaise, le taekwondo, Mm. le judo un petit peu, et c'était plus des sports individuels, mais je pense que là, tu avais des choses à te prouver aussi, donc forcément, c'est le chemin logique. Mhm. Donc les sports de contact et
les sports percutants, on va dire. Et je suis revenu dans les sports collectifs à l'âge de 22, 23 ans en pratiquant le football américain. Donc j'ai joué à haut niveau aussi dans le football américain. Et là, c'était un mélange d'engagement physique et puis un mélange de collectif. Donc ça me correspondait bien. Je termine avec cette question autour de l'amitié et de l'amour. On sait à quel point les liens sont extrêmement précieux avec ces âges adolescents. On sait aussi à quel point les parents peuvent être inquiets de voir leur enfant fréquenter tel type de personnes ou ne pas fréquenter, de les voir tout seuls dans leur chambre ou complètement accros aux écrans. Et je me dis, qu'est-ce qui a eu de la valeur pour toi à ce moment-là en termes de liens? Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Tu aurais des anecdotes là-dessus? Oui, moi déjà, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai pas beaucoup. Et déjà, j'ai pas d'amis, j'ai que des frères. Hmm. Donc tu vois, ça c'est une perception que moi j'ai qui est très forte. C'est-à-dire que je ne considère pas mes amis comme mes amis, mais comme mes frères. Donc c'est au-delà de l'amitié, c'est plus de l'amour en fait. Tu vois, c'est un amour fraternel. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vaut quand même la peine d'être considéré, c'est qu'en revanche, les ados n'écoutent pas forcément leurs parents quand on va leur dire évite de fréquenter telle ou telle personne parce que ils n'ont peut-être pas, surtout les jeunes adolescents, n'ont pas la faculté ou en tout cas la hauteur ou l'expérience pour Mhm. pouvoir sentir des choses que les adultes vont sentir chez tel ou tel type de personne. Et c'est là en fait où ça devient très dangereux. Quand tu cherches à t'identifier à un groupe alors que tu n'es pas dans cette identité, ça devient dangereux. Quand tu cherches à t'investir beaucoup pour plaire, ça devient dangereux. Mhm. Quand tu vas chercher à être dans un groupe parce que tu manques de quelque chose, ça devient dangereux. Moi, Dieu merci, j'ai pas eu à vivre ça parce que, comme je te l'ai dit, les personnes que j'ai rencontrées dans mon enfance sont encore mes amis d'aujourd'hui, donc Mhm. mes frères d'aujourd'hui, tu vois. J'ai des personnes avec qui j'étais quand j'avais entre 13 ans et 18 ans avant de vraiment démarrer la vie active à fond et de façon pleine, qui sont encore mes Ils sont frères encore aujourd'hui. là, ouais. Ouais, toujours, toujours. Mais au-delà de ça, tu vois, je suis quand même quelqu'un qui est partisan de se dire que tu peux rencontrer une personne en une soirée et le ressentir et l'accueillir comme un frère également. Mhm. Parce que ça, c'est des langages qui ne vont pas être verbales, mais c'est plus des langages du cœur. Mhm. Ça aussi, c'est des valeurs qui tendent aussi un petit peu à se perdre parce que c'est l'antithèse en réalité de vouloir ressembler aux autres ou de vouloir adopter une identité qui n'est pas la tienne. C'est l'antithèse de tout ça, c'est de ressentir par le cœur et non pas de voir avec le cœur et pas avec les yeux et puis de pouvoir parler avec les actes et non pas par les mots, tu vois. Mhm. Donc c'est quelque chose, moi, oui, qui était très ancré en moi et qui me permet aujourd'hui d'être aussi ce que je suis parce qu'au final, je resterai toute ma vie la somme des personnes, bonnes ou mauvaises, qui ont traversé ma vie. Mhm. Merci Sofiane. Merci à toi, Vanessa. Longue vie à ton podcast. Merci.